Bonjour et bienvenue dans le cours sur les États-Unis et le monde depuis 1945. Dans cette vidéo, nous allons aborder le deuxième point du cours qui s'intitule Les États-Unis dans le nouvel ordre mondial depuis 1991. Tout d'abord, dans une première sous-partie, nous allons définir ce qu'est l'hyperpuissance américaine dans les années 1990. En effet, nous parlons d'hyperpuissance et non plus de superpuissance, car à cette époque, les États-Unis ont une puissance sans égale, ils n'ont plus de rival après la disparition de l'URSS. C'est pourquoi on parle d'hyperpuissance, car ils ne sont seuls et ils n'ont plus de rival. Les États-Unis sont en effet à cette époque la première puissance mondiale dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, le domaine économique, le domaine militaire ou encore le domaine culturel. Donc les États-Unis cherchent alors à fonder un nouvel ordre mondial, suite à la fin de la guerre froide, qui serait fondé sur le droit et la justice. Ils vont alors jouer le rôle de ce qu'on appelle les gendarmes du monde, dans le cadre du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'ils agissent de concert avec les autres nations, notamment dans le cadre de l'ONU. Donc ce rôle va se démontrer notamment lors de la guerre du Golfe en 1990-1991, où les États-Unis vont être à la tête de la coalition de l'ONU face à Saddam Hussein, mais aussi dans le conflit israélo-palestinien. Bill Clinton va jouer notamment le rôle de médiateur entre les deux parties et va contribuer à la signature des accords d'Oslo en 1993, comme le montre cette photographie. Dans une seconde sous-partie, nous allons parler de la tentation de l'unilatéralisme sous la présidence de George W. Bush dans les années 2000. L'événement marquant du début des années 2000 reste les attentats du 11 septembre 2001 qui touchent en plein cœur la puissance américaine. Donc ces attentats visent le World Trade Center, cœur de la puissance économique du pays, mais aussi par exemple le Pentagone, le cœur de la puissance militaire des États-Unis. Ces attentats vont conduire à un changement brutal de stratégie au niveau de la politique étrangère des États-Unis. La priorité ne va plus être la paix dans le monde fondée sur le droit et la justice, mais va devenir la lutte contre le terrorisme et la sécurité nationale du pays. Les États-Unis vont alors s'engager dans deux conflits. Tout d'abord, en 2001, ils vont s'engager dans la guerre en Afghanistan, dans le but de traquer les responsables des attentats de mois de septembre, et notamment le chef du groupe Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Donc cette guerre va être faite en accord avec l'ONU, contrairement au deuxième conflit dans lequel vont s'engager les États-Unis en 2003, qui est la guerre en Irak. Ici, les États-Unis vont s'engager sans accord de l'ONU. En effet, d'autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont refuser de suivre les États-Unis dans ce conflit. C'est le cas notamment de la France. Donc il va y avoir une division entre les alliés traditionnels des États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on parle d'unilatéralisme de la part de George W. Bush, dans la mesure où il va prendre des décisions sans tenir compte du point de vue des autres. Il va agir un peu seul dans son coin, sans tenir compte de ses alliés traditionnels. Pourtant, ce ne fut pas forcément une bonne idée, dans la mesure où ces guerres vont s'enliser et vont être des échecs pour les Américains, et vont conduire à l'affaiblissement de l'image des États-Unis et même au développement d'un sentiment anti-américain quand, par exemple, vont se diffuser les images du camp de Guantanamo dans lequel les États-Unis ont maltraité leurs prisonniers. Dans un dernier point, on peut se demander si la présidence d'Obama est marquée oui ou non par un retour au multilatéralisme. Quand il arrive au pouvoir en 2008, Obama hérite d'une situation difficile, notamment sur le plan économique. En effet, c'est le début de la crise économique des années 2010, avec la crise des subprimes et la faillite des banques, notamment celle de Lehman Brothers aux États-Unis, qui marque réellement le début de la crise. Le pays doit aussi faire face à la concurrence des puissances émergentes, notamment de la Chine, comme le montre cette caricature où on voit l'aigle, symbole des États-Unis, demander au dragon, symbole chinois, Have you put on weight recently? Ce qui veut dire As-tu pris du poids récemment? Ce qui montre que le poids économique de la Chine s'est considérablement accru durant les années 2000. La priorité d'Obama va donc être de désengager les États-Unis des conflits dans lesquels ils sont empêtrés. Donc il va ordonner le retrait des troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan. Sur le plan diplomatique, il va aussi engager la politique ou la stratégie du leading from behind, c'est-à-dire de diriger depuis l'arrière, qui va marquer un certain retour au multilatéralisme de la part des États-Unis.
car il s'agit tout d'abord de mettre en place des partenariats, c'est-à-dire que toute intervention militaire américaine doit se faire dans le cadre d'alliances, comme ce fut le cas en Libye en 2011 par exemple. Donc les États-Unis n'interviennent plus seuls dans un conflit, ils interviennent uniquement s'ils ont des alliés avec eux. Cette stratégie de leading from behind est aussi marquée par l'utilisation massive de drones par l'armée américaine, l'idée étant de remplacer les soldats sur le terrain par ces drones et d'éviter les pertes humaines qui font débat dans le pays. Enfin, cette stratégie est marquée par la volonté de former les armées locales pour qu'elles luttent elles-mêmes contre le terrorisme et encore une fois d'éviter l'engagement de troupes militaires américaines sur le terrain des conflits. Donc cette politique contribue à redorer l'image des États-Unis dans le monde. Dès 2009, Barack Obama est récompensé par le prix Nobel de la paix pour sa volonté de retour à la paix, mais il sera néanmoins accusé par la suite de manque d'efficacité et d'engagement dans la politique internationale. Pour conclure, on peut s'interroger sur la présidence de Donald Trump et l'orientation qu'il veut donner au rapport entre les États-Unis et le monde. Même si on manque encore un petit peu de recul sur cette présidence, on voit déjà certains axes mis en avant. Donc d'abord, on peut rappeler une phrase de Trump lors de sa campagne. Selon lui, le déclin américain serait une conséquence de la politique étrangère des États-Unis. C'est-à-dire que si selon lui la puissance américaine s'est affaiblie dans les années 2000, c'est à cause de la politique étrangère menée par ses prédécesseurs, et il vise ici notamment Barack Obama. En effet, selon lui, l'internationalisme américain, s'il est bon pour le reste du monde, ne l'est pas pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'il demande beaucoup trop d'investissements pour les États-Unis qui ne récoltent pas les fruits de cette politique. Donc Trump cherche à redéfinir le rôle des États-Unis dans le monde. Donc il définit une nouvelle politique étrangère. On manque de recul, mais c'est vrai que pour l'instant elle peut sembler assez confuse, instable, voire par moments imprévisible. Donc on peut prendre plusieurs exemples, donc notamment vis-à-vis de l'OTAN. Donc au début de son mandat, Trump a jugé l'OTAN beaucoup trop coûteuse pour les États-Unis. Cette alliance militaire coûte beaucoup trop cher aux Américains qui n'en profitent pas assez. Donc il a menacé de diminuer les investissements américains dans l'OTAN. Pour l'instant, il n'en a rien fait, car en parallèle, il a quand même rappelé qu'il était important pour un pays comme les États-Unis de conserver ses alliés militaires. Donc le dossier est pour l'instant en suspens. On peut citer aussi l'exemple iranien. Donc il faut savoir que Obama avait signé un accord avec l'Iran en ce qui concernait le nucléaire. Donc le deal, c'était que l'Iran stoppait son programme nucléaire et en échange, les pays occidentaux mettaient fin aux sanctions économiques qui touchaient le pays. Donc en mai 2018, Trump a décidé de se retirer de cet accord et il a remis en place de manière unilatérale des sanctions économiques vis-à-vis de l'Iran. Il s'oppose ici aux pays européens qui ont de nombreuses entreprises qui ont des intérêts en Iran et actuellement les pays européens cherchent des moyens pour contourner ces sanctions américaines remises en place vis-à-vis de l'Iran. Ils refusent de suivre les États-Unis dans cette voie. On peut également parler des rapports des États-Unis de Trump avec la Chine. Donc ici, les relations sont très tendues avec ce concurrent économique. Donald Trump a voulu rétablir les barrières douanières pour stopper ce qu'il appelle l'invasion des produits chinois sur le sol américain. Donc on assiste actuellement à une véritable guerre commerciale entre les deux pays. Donc on peut également parler du dossier de la Corée du Nord. Donc Donald Trump veut être le président qui marquera sa présidence par le rapprochement entre les deux Corées. Donc il a mené plusieurs pas en ce sens vis-à-vis de la Corée du Nord, mais il s'est montré aussi imprévisible en annulant par exemple un rendez-vous prévu avec le dirigeant nord-coréen. Enfin, on peut parler des rapports entre les États-Unis et la Russie. Donc si on a pu observer une certaine volonté de rapprochement entre les présidents Trump et Poutine, on constate qu'il y a une forte opposition entre ces deux pays, notamment sur le dossier syrien. Les deux chefs d'État ne sont pas d'accord sur l'avenir à donner à ce pays.